Après la mort de mon grand-père milliardaire dans un tragique accident, son avocat a révélé que j'étais l'unique héritière de sa fortune d'1 milliard de dollars. Ma famille a exigé que je le leur cède, j'ai refusé. Ce soir-là, ils m'ont mise à la porte. J'ai emménagé dans le manoir de mon grand-père. Le lendemain, ils sont venus pour m'expulser, mais se sont figés lorsqu'ils ont vu qui se tenait à mes côtés. Leurs visages se sont figés de stupeur. Je m'appelle Gilles, j'ai 32 ans, et mon monde a changé à jamais lorsque mon grand-père Howard est décédé subitement dans un accident d'hélicoptère. Nous avions toujours eu un lien spécial que mes parents désapprouvaient. Le jour après les funérailles, son avocat a révélé quelque chose que personne n'attendait. J'étais l'unique héritière de sa fortune d'1 milliard de dollars. Ma famille a immédiatement exigé que je leur cède tout. Quand j'ai refusé de trahir les volontés de mon grand-père, ils m'ont mise à la porte ce soir-là. Ils ne savaient pas que grand-père Howard avait anticipé leur réaction. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous avez déjà eu à tenir tête à la pression familiale. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment je suis passé de l'abandon à la découverte de qui mérite vraiment un héritage. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne à Seattle, dans une maison qui semblait parfaite de l'extérieur mais qui était constamment tendue par des disputes financières à l'intérieur. Mes parents, Robert et Patricia, avaient tous deux des emplois respectables. Papa était cadre intermédiaire dans une entreprise de technologie, et maman était agent immobilier. Malgré leurs revenus décents, ils semblaient toujours avoir des difficultés financières. Les nouvelles voitures, les vacances coûteuses et les vêtements de créateurs créaient une illusion de succès, tandis que les factures de cartes de crédit s'accumulaient derrière des portes closes. Mon grand-père Howard était différent. Il a grandi dans la misère dans l'Idaho rural, fils d'un ouvrier d'usine décédé jeune. Grand-père me racontait souvent comment il avait cumulé 3 emplois pour payer ses études universitaires, puis avait bâti sa première société de logiciels dans son garage. Au moment de ma naissance, Howard Reynolds était une légende de l'industrie technologique valant des centaines de millions. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire, ses innovations dans le cloud computing avaient poussé sa valeur bien au-delà des milliards. Notre lien a commencé quand j'avais seulement 7 ans. Mes tendances artistiques sont apparues très tôt. Et tandis que mes parents rejetaient mes dessins comme des bêtises d'enfants, grand-père Howard voyait quelque chose de différent. Il venait en visite tous les dimanches et, sans faute, il demandait à voir mes dernières créations. Il a accroché mon aquarelle de notre voyage en famille au lac dans son bureau. Pas dans un couloir quelconque, mais juste derrière son bureau où des hommes d'affaires importants la verraient. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a simplement dit « Parce que ça me rappelle ce qui compte, Gilles Béant ». Cette maison au bord du lac est devenue notre endroit spécial. Chaque samedi matin, grand-père venait me chercher dans sa modeste berline. Pour un milliardaire, il avait des goûts étonnamment simples, conduisant la même voiture pendant 10 ans et portant le même style de chemise à boutons jusqu'à ce qu'elle s'use. À la maison du lac, il m'a appris à pêcher, à faire des feux de camp. Et en grandissant, à comprendre les affaires. Il expliquait des concepts complexes de manière compréhensible, en utilisant des métaphores lacustres qui guident encore ma pensée aujourd'hui. Les affaires, c'est comme ce lac, Gilles, m'a-t-il dit un jour en faisant des ricochets sur l'eau. Tout le monde voit la surface et pense la comprendre. Mais le vrai succès vient de la compréhension des courants sous-jacents, des choses que la plupart des gens ne prennent jamais la peine d'observer. La relation de mes parents avec grand-père Howard s'est de plus en plus tendue au fil des ans. Il lui demandait constamment de l'argent, non seulement pour les nécessités mais pour le luxe. Une plus grande maison dans un quartier plus prestigieux. Des frais de scolarité privés qu'ils auraient pu se permettre s'ils géraient leur argent correctement. Du capital d'investissement pour des combines pour devenir riche rapidement que papa découvrait à chaque fois. Grand-père expliquait patiemment pourquoi leur approche était défectueuse, proposant de les aider à budgétiser ou à apprendre les bases de l'investissement à la place. Cela ne faisait que les rendre rancuniers. Je me souviens d'avoir entendu une dispute particulièrement vive quand j'avais 15 ans. Mon père, le visage rouge et indigné, exigeait un prêt de 200 000 $ pour investir dans le projet de restaurant d'un ami. « Tu as plus d'argent que tu ne pourrais en dépenser en 10 vies, papa » a crié mon père. « Pourquoi es-tu si avare avec ton propre fils ?» Grand-père Howard est resté calme. « Robert, j'ai gagné chaque dollar par un travail acharné et des décisions prudentes. Je te rendrai un mauvais service en finançant des entreprises que tu n'as pas correctement étudiées. Ce concept de restaurant est fondamentalement défectueux. Tu veux juste tout contrôler. » A rétorqué papa.
Tu penses que je ne suis pas assez bon pour réussir par moi-même. Ce n'est pas ça du tout, a répondu tristement grand-père. Je veux que tu connaisses la satisfaction de construire quelque chose toi-même, quelque chose qui dure. La conversation s'est terminée avec mon père qui est parti en claquant la porte, et les visites sont devenues moins fréquentes après ça. Au moment où j'étais à l'université pour étudier l'art, mes parents avaient presque complètement coupé les ponts avec grand-père. Ils ne reprenaient contact que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, ce qui est devenu de plus en plus courant à mesure que leur situation financière se détériorait malgré leurs revenus croissants. Après l'université, je me suis établi comme artiste indépendante en ville. Mon appartement d'une chambre était petit mais rempli de lumière, parfait pour mon atelier de peinture dans le coin. Je vendais assez de pièces pour m'en sortir, complétant mes revenus avec du travail de graphisme. Je n'étais jamais riche, mais je faisais ce que j'aimais, ce qui était une richesse suffisante pour moi. Tout au long de mes années d'adulte, j'ai maintenu ma relation avec grand-père Howard. Nous déjeunions tous les mercredis dans un petit restaurant qu'il aimait depuis avant d'être riche. Le propriétaire le connaissait simplement sous le nom de Howie, sans savoir qu'il pouvait acheter tout l'immeuble avec de la petite monnaie. Nous parlions de tout, de l'art à la philosophie en passant par les tendances commerciales. Il ne m'a jamais suggéré une seule fois de poursuivre une carrière plus lucrative, contrairement à mes parents qui me rappelaient constamment que l'art ne paie pas les factures. La dernière fois que je l'ai vu vivant, c'était 3 semaines avant l'accident. Nous étions assis à notre stand habituel, lui avec son café noir et moi avec mon thé chai. Il semblait pensif ce jour-là, regardant les gens passer par la fenêtre. « Tu sais, Jilly Béan, a-t-il dit en utilisant mon surnom d'enfance, je suis très fier de la femme que tu es devenue. Tu as de l'intégrité, de la compassion et tu crées de la beauté dans un monde qui en a besoin. » « Merci, grand-père, ai-je répondu, touché par sa soudaine sentimentalité. « Je veux que tu saches que je me suis occupé de toi, a-t-il poursuivi, sa voix devenant sérieuse. Quoi qu'il arrive, tu iras bien. » J'ai supposé qu'il voulait dire qu'il avait mis en place un petit fonds en fiducie pour soutenir mon article. Peut-être assez pour acheter un petit espace d'atelier ou financer une exposition en galerie. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait vraiment dire ou que cette conversation énigmatique serait notre dernière. Il est mort avant de pouvoir s'expliquer, me laissant avec des questions que je n'ai jamais pu poser. L'appel est arrivé un mardi matin pluvieux. Je mélangeais des peintures pour une commande lorsque mon téléphone s'est allumé avec le numéro de ma mère. Elle appelait rarement, sauf si elle voulait quelque chose, alors j'ai failli ne pas répondre. Quelque chose m'a poussé à décrocher. « Gilles, dit-elle, la voix anormalement tendue. L'hélicoptère de ton grand-père s'est écrasé dans le Puget Sound. Ils ont trouvé l'épave il y a 1 heure. Il est parti. » Le monde sembla s'arrêter. Le pinceau a glissé de mes doigts, éclaboussant de bleu le sol comme des larmes. Je ne pouvais pas parler, pas respirer. Grand-père Howard, le rock stable de ma vie, était parti. Il revenait d'une réunion d'affaires à Portland lorsque son hélicoptère privé a rencontré de fortes turbulences et s'est écrasé dans l'eau. Aucun survivant. Les funérailles ont eu lieu 5 jours plus tard au domaine de grand-père. Je n'étais pas allé au manoir depuis des années, car nos rencontres avaient toujours lieu à la maison du lac ou au restaurant. La grande maison semblait froide et impersonnelle par rapport aux espaces chaleureux que j'associais à lui. Des centaines de personnes étaient présentes, des leaders de l'industrie technologique aux politiciens en passant par les célébrités. La plupart d'entre eux n'avaient jamais entendu les histoires de l'Idaho ou ne l'avaient jamais vu sourire en appâtant un hameçon. Tout au long du service, j'ai observé le comportement de ma famille avec un malaise grandissant. Mon père, Robert, a passé la majeure partie de l'éloge funèbre à regarder son téléphone, tapant occasionnellement des notes avec des sourcils froncés. J'ai plus tard aperçu son écran et j'ai vu qu'il calculait la valeur de la succession et les implications fiscales avant même que grand-père ne soit enterré. Ma mère, Patricia, a fait le tour de la salle comme lors d'un événement de réseautage, échangeant des cartes avec des personnes en deuil fortuné et mentionnant son entreprise immobilière à des moments inappropriés. Mon oncle James, le frère cadet de papa, s'est blotti avec des cousins dans les coins, chuchotant à propos de propriétés et d'actifs. J'ai surpris des phrases comme « La propriété du lac doit valoir 7 millions facilement » et « Cette collection d'art à elle seule pourrait nous mettre tous à l'abri pour la vie ». Aucun d'entre eux n'a mentionné le travail philanthropique d'Howard, son mentorat de jeunes entrepreneurs ou sa gentillesse discrète envers les gens ordinaires. J'étais assise seule au premier rang, pleurant sincèrement l'homme qui avait vu de la valeur en moi quand d'autres ne l'avaient pas fait. Je serrais une petite pierre du lac, une que grand-père m'avait donnée il y a des décennies,
parce que sa surface mouchetée ressemblait au ciel nocturne peint par un maître artiste. Ce petit souvenir signifiait plus pour moi que n'importe quel manoir ou compte en banque. Après le service, Monsieur Winters, l'avocat et ami de 40 ans de grand-père, a rassemblé la famille dans le bureau lambrissé d'Howard. Winters était un homme grand et mince, aux cheveux argentés et aux yeux pénétrants qui semblaient évaluer votre caractère à chaque regard. Il avait un portefeuille en cuir sous le bras et une expression solennelle. « Merci à tous d'être venus », a-t-il commencé formellement. Howard a laissé des instructions explicites pour la lecture de son testament immédiatement après le service. Il voulait de la clarté pour la famille sans délai. La pièce s'est tendue d'anticipation. 12 membres de la famille se sont légèrement penchés en avant, les yeux fixés sur le portefeuille. Mes parents étaient assis directement en face de moi, la main de ma mère serrant si fort le bras de mon père que ses jointures étaient blanches. « Je vais passer le préambule juridique », a poursuivi Winters en ajustant ses lunettes. Howard Reynolds a révisé son testament il y a 6 mois, en pleine possession de ses moyens et en totale conformité légale. Il a fait une pause, balayant la pièce du regard avant que ses yeux ne se posent sur moi. L'intégralité de la succession d'Howard Reynolds, y compris tous les intérêts commerciaux, les propriétés, les investissements et les actifs liquides, totalisant environ 1,2 milliard de dollars, est légué à sa petite-fille, Jill Reynolds. Le silence qui a suivi était absolu. Pendant 3 battements de cœur, personne n'a bougé. Puis le chaos a éclaté. « C'est absurde », a crié mon père en se levant d'un bond. « Je suis son fils, son seul enfant. » Maman s'est suffisamment remise pour tenter de contrôler les dégâts. « Alan, vous interprétez mal tout », a-t-elle dit, la voix dégoulinant de fausses inquiétudes. « Nous ne pensons qu'au bonheur de votre sœur. Vous vivez seul dans cette maison alors que Jessica et William veulent fonder une famille. » Oncle James a commencé à citer des précédents juridiques pour contester les testaments tandis que mes cousins me regardaient avec une hostilité non dissimulée. Tante Meredith a éclaté en larmes théâtrales, se lamentant sur la façon dont le pauvre Howard avait dû être manipulé dans ces derniers jours. Monsieur Winters a levé la main, faisant taire la pièce avec l'autorité d'un homme qui avait géré les affaires de milliardaires pendant des décennies. Monsieur Reynolds avait anticipé votre réaction. Il a laissé un message vidéo à jouer à ce moment précis. Il a sorti une tablette et l'a posée sur le bureau. L'écran s'est illuminé avec le visage de grand-père Howard, enregistré dans ce même bureau peut-être il y a des mois. Le voir à nouveau vivant, même juste en vidéo, m'a serré le cœur. « Si vous regardez ceci, » a-t-il commencé, sa voix familière remplissant la pièce, « c'est que je suis parti et qu'Alan vient de vous informer de ma décision. J'imagine qu'il y a pas mal de remous. » Ses yeux pétillaient de ce regard entendu que je connaissais si bien. Je veux vous expliquer mon raisonnement. Tout au long de ma vie, j'ai observé comment les gens réagissent à la richesse. L'argent ne change pas les gens, il les révèle. Pendant des années, j'ai observé comment chacun de vous aborde la vie, le succès, l'échec et les relations. Il a fait une pause, a pris une grande inspiration. Seul Gilles a démontré les valeurs que je chéris, l'intégrité, la compassion, le courage de tracer son propre chemin. Elle ne rend pas visite pour ce qu'elle peut obtenir, mais pour ce que nous pouvons partager. Tandis que d'autres me voyaient comme un compte en banque, elle me voyait comme une personne. Mon père a émis un son dédaigneux, mais grand-père a continué comme s'il pouvait entendre l'interruption. « Robert, tu es mon fils, et je t'ai toujours aimé. Mais tu n'as jamais compris que la richesse sans caractère ne vaut rien. Tu as passé ta vie à prendre des raccourcis, à attendre des récompenses sans effort. Patricia, tu as encouragé cette mentalité, cherchant toujours le statut plutôt que la substance. » L'enregistrement a continué, s'adressant à chaque membre de la famille avec des exemples spécifiques de leur comportement au fil des ans. C'était inconfortable mais juste, sans méchanceté, mais sans concession dans son évaluation. Finalement, il est revenu à moi. Gilles subira la pression de vous tous. Vous prétendrez qu'elle ne mérite pas cet héritage, qu'elle m'a manipulé, qu'elle ne peut pas gérer la responsabilité. Vous avez tort. Je la prépare depuis qu'elle a 7 ans, lui enseignant des valeurs plus précieuses que n'importe quelle stratégie commerciale. Je lui fais confiance pour porter non seulement ma fortune, mais aussi ma vision de ce que cette fortune peut accomplir dans le monde. La vidéo s'est terminée sur son doux sourire. Souviens-toi de ce qui compte, Gilles Béant. La pièce a de nouveau éclaté, mais j'ai à peine entendu les cris et les accusations. Dans mon esprit, j'étais de retour à la maison du lac, apprenant à faire des ricochets sur l'eau calme,
comprenant pour la première fois ce que grand-père m'avait vraiment enseigné toutes ces années. Monsieur Winters a efficacement vidé la pièce après la fin de la vidéo, citant les instructions d'Howard pour que la famille ait un moment privé pour digérer l'information. Alors que les associés non familiaux sortaient, mes proches m'ont encerclé comme des prédateurs qui avaient acculé une proie vulnérable. Nous nous sommes réunis dans le grand salon avec son mur de fenêtres donnant sur le Puget Sound, les mêmes eaux qui avaient coûté la vie à grand-père. Ma mère a été la première à s'approcher, sa tactique passant de l'indignation à la manipulation maternelle. Des larmes ont rempli ses yeux alors qu'elle prenait place à côté de moi, cherchant mes mains. J'ai remarqué qu'elle avait déjà enlevé ses gants noirs de deuil, révélant ses ongles parfaitement manucurés et son bracelet de tennis en diamant qui était mystérieusement apparu malgré leurs prétendues difficultés financières. « Ma chérie » a-t-elle commencé, sa voix tremblante dans une performance digne d'un prix. « Je sais que c'est bouleversant pour toi. Ton grand-père ne pensait clairement pas clairement dans ces derniers mois. » Elle m'a serré les mains. « Mais tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Cet argent appartient à toute la famille. Ton père est le fils d'Howard après tout. » Avant que je puisse répondre, mon père s'est avancé. Son approche était nettement différente. Là où ma mère a choisi la manipulation, il a opté pour l'intimidation. Il s'est dressé au-dessus de moi, restant debout alors que tout le monde était assis, un mouvement de pouvoir qu'il utilisait souvent dans les disputes familiales. « C'est mon droit de naissance », a-t-il déclaré, sa voix tendue par une rage contenue. J'ai passé 45 ans en tant que fils de cet homme. J'ai enduré ses critiques, ses normes impossibles, son jugement constant. Et maintenant, il fait ça. Il a frappé du poing sur la table basse antique, faisant sursauter tout le monde. Tu vas céder l'héritage, Gilles. Tout. J'ai déjà appelé nos avocats. Oncle James, toujours l'intellectuel de la famille, a ajusté ses lunettes et s'est raclé la gorge. Gilles, sois raisonnable. Tu es une artiste sans expérience des affaires. Howard a bâti un empire d'entreprises complexe nécessitant une gestion sophistiquée. Tu n'as pas le sens des affaires pour gérer une telle responsabilité. Pour le bien de son héritage et des milliers d'employés qui dépendent d'une direction appropriée, les actifs devraient être gérés par ceux qui ont l'expertise appropriée. Ma cousine Diana, toujours le caméléon, a essayé une approche différente. Elle s'est glissée sur le canapé de mon autre côté, passant un bras doux autour de mes épaules. Nous t'aimons tous, Gilles, a-t-elle dit doucement, bien que nous nous soyons à peine parlé depuis des années. Personne ne dit que tu ne devrais rien avoir. Nous voulons juste ce qui est juste pour tout le monde. Peut-être que nous pouvons trouver des pourcentages qui ont du sens. Peut-être 10% pour toi puisque tu étais proche de grand-père. C'est quand même plus de 100 millions de dollars. Plus qu'assez pour quelqu'un avec ton style de vie simple. Les suggestions ont continué de toutes parts, devenant de plus en plus transparentes dans leur cupidité. Ma tante a suggéré que je ne pouvais pas vouloir le stress de gérer des propriétés. Mes jeunes cousins m'ont rappelé des vacances en famille d'il y a 15 ans comme preuve de notre lien étroit digne d'une reconnaissance financière. Même des parents éloignés que je reconnaissais à peine ont donné leur avis sur une distribution équitable. Pendant tout ce temps, je suis restée silencieuse, observant et écoutant, comme grand-père m'avait appris à le faire. La première réaction est rarement la plus honnête, m'a-t-il dit un jour. Attends que les gens révèlent leurs véritables intentions avant de montrer ta main. Après près d'une heure de leur pression combinée, d'accusations et de fausses inquiétudes, j'ai finalement parlé. La pièce s'est immédiatement tue, tous les yeux fixés sur moi, attendant ma capitulation. Je vous ai tous écoutés, ai-je commencé doucement. Et j'ai beaucoup appris au cours de la dernière heure. Plus précisément, j'ai appris qu'aucun de vous ne connaissait grand-père Howard du tout. Je me suis levé, ayant besoin de me distancier physiquement de leur présence suffocante. Papa, quand est-ce que tu lui as rendu visite pour la dernière fois sans demander d'argent? Maman, peux-tu nommer son livre préféré? Oncle James, savais-tu qu'il faisait du bénévolat pour enseigner le codage à des enfants dans des écoles défavorisées tous les jeudis? Diana, l'as-tu déjà appelé une seule fois pour son anniversaire? Leurs visages ont enregistré des degrés variables de surprise et de malaise. J'ai continué, gagnant en confiance à chaque mot. Au cours des 15 dernières années, j'ai déjeuné avec grand-père tous les mercredis. Non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il était sage, drôle et sincèrement intéressé par ma vie. Il m'a appris les affaires, oui, mais plus important encore, il m'a appris l'intégrité. Le visage de mon père s'est assombri. C'est donc comme ça que tu l'as manipulé.
des déjeuners hebdomadaires pour t'assurer d'être dans le testament. Très malin, Gilles. Je ne pensais pas que tu en avais la capacité. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je répondu calmement. Je n'ai jamais rien demandé. Je ne m'attendais jamais à cet héritage. Mais maintenant qu'il me l'a confié, j'ai l'intention d'honorer ses volontés. Petite ingrate, a commencé mon père avant que ma mère ne pose une main apaisante sur son bras. Ce que ton père veut dire, est-elle intervenue doucement, c'est que cette décision affecte toute la famille. Ton grand-père ne pensait pas clairement. Nous pouvons contester le testament. Tu sais, invoquer une influence indue. Ce serait désordonné, public et traînerait devant les tribunaux pendant des années. Mon père a retrouvé son sang-froid, redressant sa cravate dans un geste que je reconnaissais de l'enfance, un signal qu'il était sur le point de donner un ultimatum. Voici ce qui va se passer. Tu vas appeler Winters demain et lancer le transfert de tous les actifs à moi, comme cela aurait dû être fait en premier lieu. Si tu le fais rapidement, tu pourras rester dans cette famille. Si tu refuses, ses yeux se sont rétrécis. Point tu es seul, en permanence. La pièce est redevenue silencieuse. La menace flottait dans l'air, claire et sans équivoque. Il s'attendait à ce que je m'effondre sous le poids de la perte potentielle de ma famille. Peut-être que l'ancienne Gilles l'aurait fait, la Gilles qui cherchait l'approbation et évitait les conflits. Mais assise dans la maison de grand-père Howard, sa voix résonnant encore dans mon esprit, j'ai trouvé une force que je ne savais pas que j'avais. Je suis désolé que vous le preniez comme ça, ai-je dit en regardant mon père fixement. Mais je ne trahirai pas la confiance de grand-père. Il a pris cette décision pour des raisons qu'il a expliquées très clairement. J'ai l'intention de les honorer. La façade de l'unité familiale s'est brisée. Le masque sympathique de ma mère est tombé, remplacé par une fureur froide. Tu te crois spécial parce qu'Howard te favorisait. Tu n'étais qu'un projet pour lui. Rien de plus. Une distraction dans sa vieillesse. Tu as toujours été égoïste, a ajouté mon père, sa voix montant. Vivant dans ton monde imaginaire de l'art pendant que le reste d'entre nous fait face à la réalité. Tu crois que tu peux diriger une entreprise d'1 milliard de dollars? Tu détruiras tout ce qu'il a construit en un an. La cousine Diana a retiré son bras de mes épaules comme si j'étais soudainement devenue contagieuse. Oncle James a commencé à texter furieusement, contactant sans aucun doute ses amis avocats. Les jeunes cousins chuchotaient entre eux, me lançant des regards venimeux. Ma mère a porté le coup final, se levant pour me faire face avec des années de ressentiment dans son expression. Tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille de toute façon, a-t-elle dit froidement. Toujours l'intruse. Toujours dans ton propre monde. Si c'est ton choix, ne t'attends pas à ce qu'on t'accueille à nouveau quand tu échoueras inévitablement. Mon père a vérifié sa montre, un geste dédaigneux signalant la fin de sa patience. Tu as jusqu'à minuit pour faire tes valises de notre maison. Puisque tu es si riche maintenant, tu peux trouver ton propre logement. Ne prends pas la peine de rentrer si tu ne changes pas d'avis. Une fois cet ultimatum prononcé, ils ont commencé à sortir de la pièce, une procession de visages déçus et de menaces marmonnées. Personne n'a regardé en arrière. Personne n'a hésité. En l'espace d'une heure, j'étais passé de membre de la famille à paria de la famille, tout cela parce que j'avais refusé de leur donner ce qu'ils croyaient mériter sans l'avoir gagné. Seul dans le salon de grand-père Howard, regardant le coucher de soleil colorer les mêmes eaux qui lui avaient coûté la vie, j'ai ressenti un étrange mélange de perte et de libération. J'avais perdu ma famille, oui, mais peut-être n'avais-je perdu que l'illusion de la famille. Et à sa place, j'avais gagné quelque chose que grand-père appréciait par-dessus tout, la chance de défendre mes propres principes, quel qu'en soit le coût. Minuit me trouva dans ma chambre d'enfant, entouré de boîtes en carton et de sacs poubelles remplis à la hâte de mes affaires. Mes parents avaient quitté la maison immédiatement après être rentrés du manoir, apparemment incapables de supporter ma présence maintenant que je les avais défiés. Ils avaient laissé une note laconique sur le comptoir de la cuisine, verrouille la porte en partant. Rends la clé par la fente de la boîte aux lettres. 27 ans réduit à ce que je pouvais emballer dans ma voiture compacte. Je me suis déplacé méthodiquement, essayant de me concentrer sur la tâche pratique plutôt que sur le poids émotionnel de ce qui se passait. Les vêtements, le matériel d'art, les livres, l'essentiel d'abord. Puis sont venues les décisions plus difficiles sur ce qui comptait de mon passé. Au fond de mon placard, j'ai trouvé une boîte à chaussures que j'avais presque oubliée. À l'intérieur se trouvaient des trésors de mon temps avec grand-père Howard, une pierre polie du lac, une recette manuscrite de ces fameux pancakes aux myrtilles, des photos de nous pêchant,
construisant des châteaux de sable, travaillant sur des projets artistiques. Une photo a particulièrement attiré mon attention. Moi, à environ 9 ans, assise sur les épaules de grand-père à une foire de comté. Nous rions tous les deux avec des expressions de joie identiques. Je l'ai soigneusement enveloppé dans un pull et je l'ai placé dans ma boîte d'objets essentiels. En continuant à faire mes cartons, j'ai trouvé une carte d'anniversaire qu'il m'avait donnée pour mes 21 ans. À l'intérieur, après le message imprimé générique, il avait écrit « L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Mais souviens-toi, Jilly Béan, quelqu'un regarde toujours, toi-même. Vis de manière à pouvoir affronter ton reflet sans regret. » À l'époque, cela m'avait semblé être une sagesse typique de grand-père. Maintenant, cela ressemblait à un message envoyé à travers le temps, précisément pour ce moment. À 11h30, ma voiture était pleine à craquer, avec à peine assez d'espace pour que je voie par la lunette arrière. Je suis resté une dernière fois dans la chambre vide, les murs nus là où mon art était accroché, le placard vide de vêtements. Cette chambre n'avait jamais vraiment exprimé qui j'étais de toute façon, décorée selon les goûts de ma mère plutôt que les miens. Pourtant, dire au revoir à la seule maison que j'avais connue jusqu'à l'université laissait un sentiment de vide dans ma poitrine. J'ai posé la clé de la maison sur le comptoir de la cuisine à côté de leurs notes, n'ajoutant rien de mon cru. Qui avait-il à dire? Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait le mien. En sortant de l'allée pour la dernière fois, j'ai réalisé que je n'avais nulle part où aller. Mon appartement était trop petit pour accueillir toutes mes affaires et il était trop tard pour appeler des amis. Presque sans décision consciente, je me suis surprise à composer le numéro de Monsieur Winters. Il était près de minuit, mais il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix alerte comme s'il s'attendait à mon appel. « Gilles » a-t-il dit simplement, « comment puis-je vous aider ?» Ils m'ont mise à la porte, ai-je répondu, la voix légèrement prise. J'ai ma voiture pleine d'affaires et nulle part où aller. Il y eut une brève pause avant qu'il ne réponde. Howard avait anticipé cette possibilité. Le manoir est à vous maintenant, ainsi que toutes les propriétés. Je peux vous y retrouver dans 30 minutes avec les clés et les codes de sécurité. Vous n'avez pas l'air surpris, ai-je noté en dirigeant ma voiture vers le quartier du front de mer où se trouvait le manoir de grand-père. Howard connaissait bien sa famille, a répondu Winters avec une résignation audible. Il avait prédit exactement comment il réagirait si vous ne vous conformiez pas à leur demande. Il y a plus que vous devez savoir, mais pas par téléphone. Je vous vois bientôt. Le trajet jusqu'au manoir était surréaliste. Je l'avais visité occasionnellement enfant, mais toujours en tant qu'invité. Maintenant, j'arrivais en tant que propriétaire. Le gardien du portail m'a reconnu immédiatement. « Bonsoir, mademoiselle Reynolds » a-t-il dit avec un signe de tête respectueux. Monsieur Winters a prévenu. « Bienvenue chez vous. »« Chez moi ?» Le mot a résonné étrangement dans mon esprit alors que je remontais l'allée sinueuse. Cette énorme propriété n'avait jamais été ma maison. Je n'étais même pas sûr quelle était la maison de grand-père dans un sens réel. Il avait toujours semblé plus lui-même à la maison du lac ou au restaurant. Monsieur Winters attendait sur les marches de l'entrée, un petit étui en cuir à la main. Il avait l'air fatigué mais résolu sous l'éclairage de sécurité. « Vous n'avez pas besoin de tout déballer ce soir » a-t-il dit de manière pratique. « Prenez juste ce dont vous avez besoin pour les prochains jours. Le reste peut attendre demain. » Il m'a fait visiter les systèmes de sécurité du manoir, me montrant comment faire fonctionner les portails, les caméras et les alarmes. Il m'a fourni un dossier avec les codes, les comptes et les contacts d'urgence. Tout était méticuleusement organisé, comme si grand-père s'était préparé à ce scénario exact. La suite d'Howard est dans l'allée, au 2e étage, a expliqué Winters. Mais il y a 6 autres chambres préparées pour être utilisées. Choisissez celle que vous préférez. Après son départ, je suis resté dans l'entrée caverneuse, mais pas résonnant sur les sols en marbre. La maison était belle, mais ressemblait à un musée, immaculé et impersonnel. J'ai monté un petit sac de nuit à l'étage, choisissant une chambre d'amis plutôt que de présumer prendre la suite de grand-père. Même avec la propriété légale, cela ressemblait à une intimité pour laquelle je n'étais pas prête. Le sommeil m'a échappé malgré ma fatigue. Vers 3 heures du matin, j'ai abandonné l'idée d'essayer et j'ai décidé d'explorer la maison. Mes pas résonnaient dans les couloirs vides alors que je déambulais de pièce en pièce. Salle à manger formelle avec des places pour 20 personnes. Bibliothèque avec des premières éditions derrière des vitres. Salle de cinéma,
salle de sport, cave à vin. Des espaces conçus pour impressionner plutôt que pour réconforter. Finalement, je me suis retrouvé attiré par le bureau de grand-père, la pièce où le testament avait été lu quelques heures plus tôt. Contrairement au reste du manoir, cet espace semblait authentiquement le sien. Des photos bordaient les étagères, beaucoup me montrant à différents âges, sa collection de pierres et de fossiles uniques, des livres bien usés par une lecture réelle plutôt que par une exposition. Je me suis assise dans son fauteuil en cuir, passant mes doigts sur le bureau où il avait pris des décisions affectant des milliers de vies. Une petite clé était collée sous le tiroir du bureau, presque invisible à moins de la chercher. Curieuse, je l'ai essayée dans diverses serrures jusqu'à ce qu'un petit panneau dans la bibliothèque s'ouvre avec un clic, révélant un compartiment caché contenant une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main distinctive de grand-père. Les doigts tremblants, j'ai brisé le sceau. Ma très chère Gilles, commençait la lettre. Si tu lis ceci, alors plusieurs choses se sont produites. Je suis parti. Tu as tout hérité, et la famille a réagi exactement comme je l'avais prédit. Je suis désolé pour la douleur que cela t'a causée, mais je ne regrette pas ma décision. La lettre continuait en expliquant en détail pourquoi il m'avait choisi. Non seulement à cause de notre lien, mais parce qu'il m'avait discrètement testé et préparé pendant des années. Ces discussions d'affaires à la maison du lac. Les questions philosophiques pendant le déjeuner. Même en regardant comment je gérais ma carrière artistique en difficulté sans demander de renflouement. Tout cela avait été sa façon d'évaluer mon caractère. La famille essaiera de tout te prendre, m'a-t-il averti. Ils utiliseront des contestations juridiques, de la manipulation émotionnelle et la pression publique. Ils pourraient même essayer de te présenter comme mentalement instable ou prétendre que tu m'as contraint. J'ai prévu toutes ces possibilités. Les derniers paragraphes contenaient des instructions spécifiques. Le matin, appelle Jackson Morris, mon chef de la sécurité. Le numéro est dans ton dossier. Dis-lui, le chêne reste ferme dans la tempête. Il comprendra et t'apportera tout ce dont tu as besoin. Fais-lui entièrement confiance. La lettre se terminait par des mots qui m'ont fait monter les larmes aux yeux. Tu es plus forte que tu ne le penses, Gilly Béan. Je ne t'aurais pas confié cette responsabilité si je n'étais pas absolument certain que tu pouvais la gérer. Quand les autres te montrent qui ils sont, crois-les. Et souviens-toi de ce qui compte. C'était signé simplement, avec amour et foi, grand-père Howard. Je suis resté dans son fauteuil jusqu'à ce que l'aube se lève sur le détroit, la lettre serrée dans ma main. Alors que les premiers rayons de soleil filtraient par les fenêtres, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air, un calme étrange s'est installé sur moi. L'énormité de ce qui m'attendait était encore écrasante. Mais pour la première fois depuis la lecture du testament, j'ai ressenti un but. Grand-père Howard m'avait confié son héritage. Non seulement son argent, mais ses valeurs. Il croyait que j'étais assez forte pour traverser cette tempête. Et assise dans son fauteuil, entourée des artefacts de sa vie remarquable, je me suis fait une promesse, à moi-même et à lui, je ne le décevrai pas. Alors que le matin arrivait pleinement, j'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de Jackson Morris, prête à prononcer la phrase qui mettrait en branle le plan de secours que grand-père avait préparé pour moi. Prête à rester ferme dans la tempête qui arrivait sûrement. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux inconnus et le bourdonnement persistant de mon téléphone. Momentanément désorienté, je l'ai attrapé et j'ai été immédiatement bombardé de notifications. 17 appels manqués de mes parents, 23 textos de divers membres de la famille, allant de la supplication à la menace, et plusieurs alertes d'actualité avec des variantes du titre « Un milliardaire de la technologie lègue sa fortune à sa petite fille éloignée, la famille conteste ». Tant pis pour la vie privée. Quelqu'un avait déjà divulgué les détails à la presse. J'ai parcouru brièvement les textos, leur contenu prévisible. Tu as fait une terrible erreur. Appelle-nous immédiatement. Maman. Ce n'est pas fini. Nos avocats préparent des documents. Papa. Pense à la réputation de la famille. Oncle James. On peut encore trouver un arrangement avant que ça ne devienne moche. Cousine Diana. Alors que je lisais, le téléphone a de nouveau sonné. Le nom de Monsieur Winter s'est apparu à l'écran. Allume les informations financières, a-t-il dit sans préambule quand j'ai répondu. J'ai cherché la télécommande et j'ai allumé la télévision de la chambre, trouvant la chaîne économique. Mon souffle s'est coupé en voyant mon père à l'écran, debout à un pupitre avec ma mère et mon oncle à ses côtés. Une conférence de presse était déjà en cours.
Point inquiet pour le bien-être de ma fille, disait-il, son expression un masque parfait d'inquiétude paternelle. La décision de mon père a été un choc pour tout le monde, y compris Gilles. C'est une artiste, pas une femme d'affaires, et le stress de cette situation l'a dépassée. Nous demandons une évaluation psychologique et une mise sous tutelle temporaire jusqu'à ce qu'elle soit assez stable pour prendre des décisions rationnelles concernant la succession. La caméra s'est tournée vers ma mère, qui s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour Gilles et pour l'héritage d'Howard. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de responsabilité familiale. J'ai coupé le son de la télévision, me sentant physiquement malade. Ils prétendent que je suis mentalement instable, que je ne peux pas prendre mes propres décisions. C'est une tactique courante, a répondu Winters d'un air sombre. S'ils peuvent obtenir une mise sous tutelle temporaire, ils pourraient potentiellement annuler votre contrôle des actifs avant que nous ne transférions tout à votre nom. Howard avait anticipé ce coup. Avez-vous contacté Jackson? J'allais le faire quand vous avez appelé, ai-je dit, regardant toujours les images silencieuses de ma famille feignant l'inquiétude tout en me sapant complètement. Faites-le immédiatement, a insisté Winters. Et ne quittez pas la propriété aujourd'hui. J'ai appris qu'il prévoit d'arriver avec la police, prétendant que vous êtes une intruse. Ils soutiendront que le testament n'a pas encore été entièrement exécuté, donc la propriété n'est pas légalement à vous. Peuvent-ils faire ça? Ai-je demandé, la panique montant dans ma poitrine. Ils peuvent essayer, a-t-il répondu. Mais Howard a mis des garde-fous en place. Appelez Jackson maintenant. Dès que j'ai raccroché, j'ai composé le numéro que grand-père avait laissé pour Jackson Morris. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une voix profonde et mesurée ne réponde. Morris. C'est Gilles Reynolds, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Mon grand-père m'a dit de vous appeler et de dire. J'ai hésité, me sentant un peu stupide. Le chêne reste ferme dans la tempête. Il y eut un bref silence avant que Jackson ne réponde, son ton changeant immédiatement. Mademoiselle Reynolds, j'attendais votre appel. Êtes-vous au manoir? Oui. Restez Y. Je suis à 20 minutes. N'ouvrez les portes à personne d'autre que moi. SUV noir, plaque d'immatriculation HR 7240. Fidèle à sa parole, exactement 20 minutes plus tard, les caméras de sécurité ont montré un SUV noir approchant de la porte. Jackson Morris était une surprise. D'après sa voix et son titre, j'avais imaginé quelqu'un comme les professionnels de la sécurité sévère qui accompagnaient parfois grand-père à des événements publics. Au lieu de cela, l'homme qui a gravi les marches de l'entrée avait la quarantaine, avec des yeux bienveillants qui contrastaient avec sa posture militaire. Il portait une mallette sécurisée dans une main et une tablette dans l'autre. Mademoiselle Reynolds, m'a-t-il salué formellement. J'ai été le chef de la sécurité de votre grand-père pendant 11 ans. Plus important encore, j'étais son ami. Il parlait souvent de vous. Une fois à l'intérieur, Jackson n'a pas perdu de temps. Votre famille se mobilise rapidement. Ils ont programmé une conférence de presse à midi où ils prévoient d'annoncer une action en justice. Ils arriveront ici après avec les forces de l'ordre, prétendant que vous avez pris possession non autorisée de la propriété. Mes mains tremblaient légèrement en versant du café pour nous deux. Monsieur Winters a mentionné ça. Que faisons-nous? Jackson a posé sa mallette sur la table de la cuisine et a entré un code complexe pour la déverrouiller. Howard s'est préparé de manière approfondie à ce scénario. Au cours des 5 dernières années, il a documenté le comportement de votre famille, en particulier les transactions commerciales de votre père. Il a sorti une série de dossiers et un disque dur sécurisé. Votre père a tenté d'accéder à une technologie propriétaire de l'entreprise de votre grand-père il y a 3 ans. Il prévoyait de la vendre à des concurrents. Howard l'a surpris, mais a gardé les preuves privées, ne voulant pas de scandale public. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à reconsidérer sérieusement sa planification successorale. Je me suis effondré sur une chaise, digérant cette nouvelle information. Mon père a essayé de voler grand-père? Ça et plus encore, a confirmé Jackson d'un air sombre. Vos parents ont également déformé leur situation financière pendant des années. Malgré leurs affirmations de difficultés, ils possèdent plusieurs propriétés et des comptes à l'étranger. Ils ont reçu plus de 7 millions de dollars d'Howard au cours de la dernière décennie, dont la plupart ont été dépensés pour des articles de luxe plutôt que pour les investissements ou les nécessités qu'ils prétendaient. Il a connecté le disque dur à sa tablette et l'a tourné pour me la montrer.
Howard a collecté des images de surveillance, des dossiers financiers, des emails et des conversations enregistrées, tout documentant un schéma de tromperie. Tout a été obtenu légalement, je dois ajouter. Il était méticuleux à ce sujet. Ma tête tournait. Pourquoi leur donnait-il de l'argent s'il savait qu'il mentait? L'expression de Jackson s'est adoucie. Il espérait qu'il changerait, et il ne voulait pas perdre complètement le lien avec son fils. Howard était un homme d'affaires brillant, mais toujours humain. Il avait des angles morts en ce qui concerne la famille. Au cours de l'heure suivante, Jackson a exposé toute l'étendue du plan de secours de grand-père. Il avait rassemblé une équipe qui m'était loyale, du personnel de sécurité, des spécialistes des relations publiques, la direction exécutive existante de ces entreprises et une équipe juridique distincte des avocats habituels de la famille. Tout le monde a été informé de la situation, a expliqué Jackson. La direction de l'entreprise a reçu des lettres personnelles d'Howard expliquant sa décision. Ils sont prêts à travailler avec vous plutôt qu'avec votre père. Mon téléphone a vibré avec un texto de Monsieur Winters. Ils sont en route avec la police. Est à 30 minutes. Jackson a vu le message et a hoché la tête. Timing parfait. L'équipe est déjà en position. Il a passé un appel rapide, parlant d'un ton sec et professionnel. Initiez le protocole au coude. Tout le personnel en position dans 20 minutes. Quand il a raccroché, il s'est tourné vers moi avec une douceur inattendue. Mademoiselle Reynolds, Howard croyait en vous complètement. Il savait que ce moment viendrait et il s'est assuré que vous ne l'affronteriez pas seul. Êtes-vous prête? Un instant, je me suis senti dépassé par tout ça. Il y a 24 heures, j'étais une artiste en difficulté vivant dans un petit appartement. Maintenant, j'étais au centre d'une guerre familiale pour des milliards, avec des équipes et des protocoles portant le nom de mon surnom d'enfance. Puis je me suis souvenu de la lettre de grand-père. Le chêne reste ferme dans la tempête. Il croyait que j'étais assez forte. Et en regardant les preuves de la minutie avec laquelle il s'était préparé à me protéger, j'ai senti ma résolution se renforcer. Je suis prête, ai-je dit, me surprenant de la stabilité de ma voix. Jackson a hoché la tête avec approbation. Alors préparons-nous à recevoir votre famille. Les moniteurs de sécurité montraient une procession arrivant au portail principal, 3 voitures de luxe contenant les membres de ma famille, 2 véhicules de police, et, à l'arrière, une camionnette de nouvelles locales, clairement informée de la confrontation à venir. Ils ont amené les médias, a noté Jackson avec détachement en regardant les moniteurs. Comme prévu. À travers les caméras, je pouvais voir mon père gesticuler avec emphase vers un policier, pointant du doigt la maison. Ma mère se tenait à ses côtés, parfaitement positionnée pour être capturée par les caméras de nouvelles, son expression un mélange étudié d'inquiétude et de détermination. Oncle James semblait expliquer quelque chose à un autre officier, document en main. Ils prétendent que le manoir n'est pas encore légalement à vous, a expliqué Jackson. Ils soutiendront que vous êtes une intruse et tenteront de vous faire expulser pendant que le testament est contesté. La police va-t-elle vraiment m'expulser, ai-je demandé, l'anxiété montant. Non. Monsieur Winters a déposé tous les documents nécessaires. La propriété a été transférée à votre nom immédiatement après la lecture du testament. Mais il compte sur la confusion et l'apparence d'autorité pour vous mettre la pression. Il a vérifié sa montre. C'est l'heure. Êtes-vous prête à les rencontrer? J'ai lissé ma simple blouse et j'ai pris une profonde inspiration. Aussi prête que je ne le serai jamais. Souvenez-vous, vous avez l'avantage juridique et moral, m'a rappelé Jackson. Restez calme, peu importe ce qu'ils disent ou font. Tout est en place. J'ai hoché la tête et Jackson a parlé dans son appareil de communication. Ouvrez les portes. Laissez passer tous les véhicules. La procession a remonté la longue allée, se garant en demi-cercle devant la grande entrée. Les caméras tournaient déjà alors que ma famille sortait de leur véhicule, la police restant légèrement en retrait, clairement mal à l'aise avec la présence des médias. Laissez-les venir à vous, a conseillé Jackson. Tenez-vous en haut des marches. L'avantage de la hauteur est un avantage psychologique. Je me suis positionné comme suggéré, Jackson un pas respectueux derrière moi. Quelques instants plus tard, ma famille s'est approchée, mon père menant la charge, montant les escaliers avec une vitesse surprenante pour un homme de son âge. Gilles. A-t-il appelé fort, jouant clairement pour les caméras. Ça suffit. Tu n'es pas bien, et nous sommes là pour t'aider. Je vais parfaitement bien, papa,
ai-je répondu d'un ton égal, assez fort pour que les micros l'entendent. Bien que j'apprécie votre soudaine préoccupation pour mon bien-être. Ma mère s'est avancée, le bras lié à celui de mon père dans une démonstration d'unité que je savais entièrement fabriquer. Ma chérie, tout cela est si bouleversant. Tu es une artiste, pas une dirigeante d'entreprise. La décision de ton grand-père a mis une pression énorme sur toi. Nous essayons juste d'aider à gérer les choses jusqu'à ce que tu sois plus stable. Les policiers se sont approchés avec précaution, l'un d'eux s'adressant à moi. Madame, nous avons une plainte concernant une occupation non autorisée de cette propriété alors que la propriété est contestée. Avant que je puisse répondre, Monsieur Winters est sorti du manoir, des documents juridiques à la main. Officier, je suis Alan Winters, exécuteur testamentaire de la succession d'Howard Reynolds. Je peux confirmer que Mademoiselle Reynolds est la propriétaire légale de cette propriété depuis hier après-midi. Toute la documentation a été déposée auprès du comté. Il n'y a aucun litige sur la propriété d'un point de vue juridique. Il a remis les papiers aux officiers. Le visage de mon père a rougi de colère. Le testament est contesté, a-t-il insisté. Elle n'a aucun droit d'occuper les lieux jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur notre requête. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le droit des successions, Monsieur Reynolds, a répondu calmement Winters. Un testament contesté ne gèle pas les actifs ou l'accès à la propriété. Les devoirs de l'exécuteur se poursuivent, sauf si un tribunal ordonne spécifiquement le contraire. Aucun ordre de ce type n'existe. Les officiers ont examiné les documents, réalisant clairement qu'ils avaient été entraînés dans un différend familial plutôt que dans une question juridique légitime. L'officier supérieur a parlé dans sa radio avant de s'adresser à nous. La documentation semble en ordre. C'est une affaire civile, pas criminelle. Nous n'avons aucune raison de retirer Mademoiselle Reynolds de la propriété. La façade soigneusement construite de mon père a commencé à se fissurer. C'est absurde. Je suis le fils d'Howard Reynolds. Cette maison devrait être à moi. Ton père a parfaitement clarifié ses volontés, ai-je dit doucement. Tout comme vous l'avez fait lorsque vous m'avez mise à la porte de votre maison la nuit dernière. L'équipe de nouvelles s'était rapprochée, capturant chaque mot. Ma mère, toujours soucieuse des apparences, a posé une main apaisante sur le bras de mon père. Robert, s'il te plaît. Pas ici. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Gilles, nous avons la preuve que ton grand-père a changé son testament dans des circonstances suspectes. Nous avons un testament antérieur nommant ton père comme héritier principal. Elle a fait un geste vers oncle James, qui s'est avancé avec un document d'aspect officiel. Ce testament d'il y a 3 ans raconte une histoire très différente, a déclaré oncle James. Nous croyons qu'Howard a été manipulé dans ces derniers mois. M. Winters a examiné brièvement le document avant de lever les yeux avec une expression de profonde déception. Ce document semble authentique à première vue. Cependant, j'ai des doutes sur sa provenance. Howard Reynolds signait tous les documents juridiques avec son stylo plume en utilisant une encre spécifique qu'il avait fait fabriquer sur mesure. Cette signature utilise une encre bleue standard. Mon père a rejeté cela d'un geste de la main. Ce n'est guère concluant. Le fait est qu'il y avait un testament antérieur avec des termes très différents. Nous avons la vidéo de la signature du testament actuel, est intervenu Jackson en douceur. Howard était en pleine possession de ses moyens, comme l'ont attesté 2 médecins et un psychiatre présents lors de la signature. Nous avons également, il a fait une pause significative, point des images de ce qui semble être M. Robert Reynolds entrant sans autorisation dans le bureau de son père il y a 2 mois, accédant à des dossiers privés. L'expression de mon père a changé instantanément. De quoi parlez-vous? Quelles images? Au lieu de répondre directement, Jackson a appuyé sur un bouton de sa tablette. Les immenses écrans extérieurs que grand-père avait installés pour les soirées cinéma d'été se sont allumés, visibles par tous les présents, y compris l'équipe de nouvelles. Des images de sécurité d'une clarté cristalline montraient mon père entrant tard dans la nuit dans le bureau de grand-père, fouillant dans les tiroirs du bureau et tentant d'accéder à son ordinateur. C'est une violation de la vie privée. A balbutié mon père alors que les images continuaient, le montrant maintenant en train de photographier des documents avec son téléphone. Le système de sécurité de la maison d'Howard Reynolds fonctionnait en toute transparence pour tous ceux qui y entraient, a répondu calmement Jackson. Des avis étaient affichés à chaque entrée. Les images sont passées à une autre date, montrant mon père en conversation avec des inconnus dans un restaurant chic.
L'audio accompagnait la vidéo. Je peux vous obtenir les algorithmes propriétaires, a déclaré clairement la voix de mon père. Une fois que mon père sera hors jeu, j'aurai un accès total. La santé du vieil homme n'est plus ce qu'elle était. La façade parfaitement composée de ma mère s'est effondrée alors qu'elle regardait l'écran avec horreur. Les policiers qui se préparaient à partir se sont arrêtés avec un intérêt renouvelé. Il y a des centaines d'heures d'enregistrements similaires, a poursuivi Jackson. Howard Reynolds a documenté un schéma de tentative d'espionnage industriel, de fausses déclarations financières et même de discussions sur les moyens de le faire déclarer mentalement incompétent avant sa mort. Se tournant vers les officiers stupéfaits, il a ajouté « Nous n'avions pas l'intention de porter des accusations criminelles par respect pour la vie privée de la famille. » Cependant, puisque M. Reynolds a impliqué les forces de l'ordre dans cette situation, nous sommes prêts à fournir toutes les preuves d'activité criminelle potentielle aux autorités compétentes. Le comportement de l'officier supérieur a complètement changé. « Monsieur, nous devrons peut-être vous poser quelques questions sur les allégations qui sont faites. » Alors que mon père tentait d'expliquer les images accablantes, les portes du manoir se sont ouvertes une fois de plus. Un groupe d'individus distingués est sorti, se positionnant derrière moi en signe de soutien. J'ai reconnu plusieurs d'entre eux sur des photos dans le bureau de grand-père, son directeur financier, le chef de sa fondation caritative, ses partenaires commerciaux de longue date. Nous sommes la direction exécutive de Reynolds Technologies et de la fondation Reynolds, a annoncé le directeur financier. Howard nous a personnellement informés de ses plans de succession. Nous soutenons unanimement Jill Reynolds comme son héritière choisie et la nouvelle présidente du conseil d'administration. L'équipe de nouvelles capturait tout. La journaliste contenait à peine son excitation face au drame qui se déroulait. Le récit médiatique planifié de ma famille s'effondrait de manière spectaculaire à mesure que les preuves de leur tromperie s'accumulaient. Ce n'est pas fini, a sifflé mon père, mais la menace sonnait creuse même à ses propres oreilles. La police prenait maintenant des notes, leur attention entièrement portée sur lui plutôt que sur moi. En fait, Robert, a dit doucement M. Winters, je crois que si. Howard soupçonnait que vous pourriez tenter quelque chose comme ça. Il travaillait avec les autorités fédérales depuis un an concernant vos approches des concurrents avec des informations exclusives. Ils ont monté un dossier indépendamment de tout ce que nous avons montré aujourd'hui. Comme sur un signal, 2 individus en civil se sont approchés de l'une des voitures banalisées qui était arrivée avec l'équipe de sécurité de Jackson. Ils ont montré des badges les identifiant comme des agents fédéraux. M. Reynolds, a dit l'un d'eux formellement, nous aimerions vous poser quelques questions concernant des violations potentielles des lois sur l'espionnage industriel et le vol de propriété intellectuelle. Seriez-vous prêt à nous accompagner à notre bureau? Le visage de mon père s'est vidé de sa couleur. La confrontation soigneusement orchestrée s'était transformée en son pire cauchemar. Les membres de la famille qui avaient été si unis dans leur indignation quelques minutes auparavant ont commencé à prendre physiquement leur distance avec lui, reconnaissant le navire en train de couler. Les agents fédéraux ont conduit mon père vers leur véhicule, l'assurant qu'il n'était pas en état d'arrestation, mais qu'il était nécessaire pour un interrogatoire. Ma mère se tenait figée sur les marches, son statut social s'effondrant sous ses yeux alors que les caméras capturaient chaque instant. Madame Reynolds, a dit doucement Jackson, je vous suggère de consulter immédiatement un conseil juridique indépendant. La documentation que nous avons indique que vous étiez au courant des activités de votre mari. Elle m'a regardé, m'a vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. Ce qu'elle a vu dans mon expression a fait s'affaisser ses épaules de défaite. Sans un mot de plus, elle s'est retournée et a descendu les marches, suivant le chemin que mon père venait de prendre. Alors que ma famille battait en retraite en désarroi, je suis resté debout en haut des escaliers, entouré de l'équipe que grand-père Howard avait assemblée pour me protéger. L'équipe de nouvelles diffusait déjà en direct, le récit complètement inversé par rapport à ce que ma famille avait prévu. La tempête était venue, tout comme grand-père l'avait prédit. Mais le chêne était resté debout, plus fort que quiconque, peut-être même que moi, ne l'avait prévu. Les semaines qui ont suivi la confrontation dramatique au manoir se sont déroulées comme un rêve surréaliste. La couverture médiatique a changé du jour au lendemain, passant de « une petite fille en droit de voler la fortune familiale » à « trahison d'1 milliard de dollars, un fils complote contre son père, titan de la technologie ». Les médias financiers ont détaillé les allégations d'espionnage industriel tandis que les tabloïds racontaient avec avidité le drame familial. Pendant tout ce temps, M. Winters et Jackson ont géré les aspects des relations publiques, me permettant de m'adapter à ma nouvelle réalité dans une relative intimité.
Mon père a fait face à de graves problèmes juridiques. L'enquête fédérale a révélé de multiples cas où il avait tenté de vendre la technologie exclusive de grand-père à des concurrents. Les autorités ont également découvert des schémas d'évasion fiscale et des preuves d'autres crimes financiers remontant à près d'une décennie. Bien qu'il ait évité la prison grâce à un accord de plaidoyer, les sanctions financières et la disgrâce professionnelle ont été substantielles. Ma mère, toujours pragmatique, a demandé le divorce en moins d'un mois, se distanciant du scandale. Elle a tenté de se réconcilier avec moi, suggérant en larmes au téléphone que la famille devrait se serrer les coudes dans les moments difficiles. Lorsque j'ai gentiment décliné son intérêt soudain pour la reconstruction de notre relation, ses véritables motivations sont devenues claires. « Tu pourrais au moins aider avec mes frais de justice », a-t-elle sèchement répondu avant de raccrocher. La famille élargie s'est divisée en camps. Certains ont tendu la main avec des ouvertures de réconciliation manifestement intéressées. D'autres ont maintenu que j'avais d'une manière ou d'une autre orchestré toute la situation, manipulant un vieil homme et piégeant mon père. Je les ai tous laissés s'estomper à l'arrière-plan de ma nouvelle vie, ne poursuivant ni relation ni nourrissant de ressentiment. Comme grand-père l'avait écrit, quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. La victoire initiale n'a apporté que peu de joie, seulement un profond sentiment de solitude. J'avais les clés d'un royaume financier, mais j'avais perdu la seule famille que j'ai jamais connue. Le manoir, malgré toute sa grandeur, résonnait de vide. Je me suis surprise à errer dans ces couloirs la nuit, me demandant si je pourrais un jour être à la hauteur de la confiance que grand-père avait en moi. C'est normal de se sentir dépassé, m'a assuré M. Winters lors de nos briefings quotidiens. Howard ne s'attendait pas à ce que vous maîtrisiez tout du jour au lendemain. C'est pourquoi il a assemblé cette équipe. Progressivement, j'ai commencé à comprendre la véritable étendue de l'empire commercial et des activités philanthropiques de grand-père. Reynolds Technologies employait plus de 4000 personnes dans cet pays. La fondation Reynolds finançait des programmes éducatifs qui avaient aidé des milliers d'étudiants défavorisés à aller à l'université. Son fonds de capital risque avait lancé des dizaines de startups axées sur les énergies durables et l'innovation en matière de santé. La responsabilité était énorme. Mais je l'ai abordé de la même manière que j'abordais mon art, avec patience, attention aux détails et une volonté d'apprendre. Je n'ai pas prétendu tout comprendre immédiatement. Au lieu de cela, j'ai écouté les experts que grand-père avait sélectionnés, j'ai posé des questions sans craindre de paraître ignorante et j'ai pris des décisions basées sur des principes plutôt que sur des marges bénéficiaires. Ma première initiative majeure est venue 3 mois après avoir hérité de la fortune. J'ai créé la bourse d'art Howard Reynolds, offrant un soutien financier aux artistes émergents pendant qu'ils développaient leur article. Le programme ciblait spécifiquement des individus talentueux issus de milieux similaires aux miens, qui avaient une vision mais manquaient de relations ou de soutien financier. Le formulaire de candidature comprenait une question à développement sur l'intégrité et la création d'œuvres ayant un but, des valeurs que grand-père m'avait inculquées. Alors que l'été se transformait en automne, je me suis retrouvé à passer plus de temps à la maison du lac qu'au manoir. Là, entouré de souvenirs de leçons de pêche et de concours de ricochet, je me sentais plus proche de l'esprit de grand-père. J'ai converti l'une des chambres en atelier où la lumière naturelle filtrait par les fenêtres donnant sur l'eau. J'ai recommencé à peindre, créant mes premières nouvelles œuvres depuis le début du drame de l'héritage. L'équipe de direction a été surprise lorsque j'ai annoncé mon intention de maintenir ma pratique artistique parallèlement à mes responsabilités commerciales. Howard a toujours dit que vous étiez une artiste avant tout, a fait remarquer M. Winters. Il croyait que votre perspective créative apporterait une vision nouvelle aux entreprises. Progressivement, j'ai découvert des alliés inattendus au sein de l'organisation de grand-père. Son assistante de direction, Margaret, a partagé des histoires sur la fierté avec laquelle il lui montrait des photos de mes dernières expositions. Le jardinier en chef de la propriété du lac se souvenait comment grand-père avait installé un éclairage spécial dans le hangar à bateau spécifiquement pour que je puisse y peindre les jours de pluie. Son chauffeur se rappelait de longues conversations où Howard discutait de mon potentiel, voyant en moi des qualités que je n'avais pas reconnues en moi-même. Il se préparait à cette transition depuis des années, m'a dit Margaret un matin autour d'un café. Vous observant, vous testant de petites manières, s'assurant que vous aviez le caractère pour gérer la richesse sans être corrompu par elle. L'argent n'a jamais été l'héritage le plus important pour lui. À l'occasion du premier anniversaire de la mort de grand-père, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je partageais mon temps entre l'art et les affaires, apportant de la créativité aux décisions d'entreprise et de la discipline à ma pratique artistique. Les entreprises ont prospéré sous la direction de l'équipe que grand-père avait assemblée avec mes conseils,
se concentrant sur l'innovation éthique plutôt que sur la simple maximisation des profits. En cet anniversaire, j'ai visité sa tombe seule, apportant une petite pierre lisse du lac plutôt que des fleurs élaborées. La simple pierre tombale, qu'il avait spécifiée dans son testament, ne portait que son nom, ses dates et la phrase « Ce qui compte perdure ». Je comprends maintenant, ai-je dit doucement en posant la pierre sur le granit. L'argent n'était pas le véritable héritage. C'étaient les leçons, depuis le début. Je lui ai parlé de la bourse d'art, du maintien de ses engagements caritatifs tout en ajoutant de nouvelles initiatives axées sur l'éducation artistique dans les communautés mal desservies. J'ai décrit la série de peintures sur laquelle je travaillais, inspirée de nos conversations à la Maison du Lac. Et j'ai avoué mes luttes continues avec la rupture familiale, bien que je sache que j'avais fait le bon choix. Le plus difficile est d'accepter qu'il ne m'ait jamais vraiment vu, ai-je admis à la pierre silencieuse. Ils n'ont vu que ce qu'ils pouvaient obtenir de moi. Tu m'as appris que la richesse révèle le caractère, elle ne le crée pas. Ils ont montré qui ils étaient vraiment lorsqu'ils ont été testés. Assise près de sa tombe, regardant les nuages dériver dans le ciel d'automne, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais appris au cours de l'année écoulée depuis l'héritage de la fortune. La vraie richesse ne se mesurait pas en dollars, mais en relations basées sur une connexion sincère plutôt que sur l'utilité. Le succès ne consistait pas en l'accumulation, mais en un impact positif. Et la famille pouvait être choisie, construite autour de valeurs partagées plutôt que simplement d'un ADN partagé. J'avais établi de nouvelles connexions avec des personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Des confrères artistes qui ne se souciaient pas de ma situation financière. Des associés commerciaux qui appréciaient ma perspective plutôt que ma signature sur des chèques. Même une relation amoureuse naissante avec quelqu'un qui m'avait connu avant l'héritage et qui ne m'avait pas traité différemment après. Le chemin à parcourir n'était pas parfaitement clair, mais je ne me sentais plus perdu. Grand-père Howard m'avait donné non seulement des ressources, mais aussi une boussole pour naviguer, des principes qui restaient vrais, quels que soient les soldes bancaires ou les portefeuilles d'affaires. En me préparant à quitter le cimetière, j'ai posé ma main sur le granit frais une dernière fois. Le chêne est toujours debout, grand-père, ai-je chuchoté. Plus fort maintenant après avoir résisté à la tempête. En retournant à ma voiture, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait échappé depuis le jour de la lecture du testament. Les milliards à mon nom apportaient pouvoir et responsabilité. Mais mon véritable héritage était la compréhension que la richesse pouvait être un outil de changement positif plutôt qu'un simple score à tenir. En honorant ses valeurs plutôt qu'en dépensant simplement son argent, j'avais trouvé un moyen de maintenir en vie l'héritage le plus important de grand-père Howard. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous tenu bon face à la pression familiale ou essayé de trouver un compromis? Avez-vous déjà eu à choisir entre faire ce qui est juste et maintenir la paix avec votre famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que parfois, se tenir seul pour ce qui est juste vaut la tempête temporaire. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, dans les plus grands défis de la vie, notre caractère est révélé, pas créé.